Bonsoir à tous, bienvenue sur C8, décollage immédiat pour 1829. En effet, je vais avoir le plaisir de commencer la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, écrit datant de cette année. La Vénus d'Île, donc, Prosper Mérimée. Je descendais le dernier coteau du Canigou et, bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Île, vers laquelle je me dirigeais. Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure monsieur de Peyrehorade. Si je le sais, s'écria-t-il. Je connais sa maison comme la mienne, et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'Île. Il a de l'argent, oui, monsieur de Peyrehorade, et il marie son fils à plus riche que lui encore. Et ce mariage se fera-t-il bientôt? Lui demandai-je. Bientôt? Il se peut déjà que les violons soient commandés pour la noce. Ce soir peut-être, demain, après-demain, que sais-je. C'est à Puygarrigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Puygarrigue que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. J'étais recommandée à monsieur de Peyrehorade par mon ami monsieur de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire, fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Or, je comptais sur lui pour visiter les environs d'Île, que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble-fête, me dis-je. Mais j'étais attendue, annoncée par monsieur de P. Il fallait bien me présenter. Gageons, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez monsieur de Peyrehorade. Mais, répondis-je en lui tendant le cigare, cela n'est pas bien difficile à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait 6 lieues dans le Canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, certes, mais demain. Tenez, je parierais que vous venez à l'île pour voir l'idole. J'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait les seins de Serabona. L'idole? Quelle idole? Ce mot avait excité ma curiosité. Comment, on ne vous a pas conté, à Perpignan, comment monsieur de Peyrehorade avait trouvé une idole en terre? Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile? Non pas. Oui, bien en cuivre, et il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre, au pied d'un olivier, que nous l'avons eue. Vous étiez donc présent à la découverte? Ah oui, monsieur. Comment? Et monsieur de Peyrehorade nous dit, il y a 15 jours, à Jean-Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous le savez. Voilà donc qu'en travaillant, Jean-Col, qui allait tout cœur, il donne un coup de pioche, j'entends bim, comme s'il avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est que je dis? Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main noire, qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend, je m'en vais à monsieur et je lui dis « Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier, faut appeler le curé. » Quel mort, qu'il me dit. Il vient et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie « Oh, un antique, un antique !» Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà avec la pioche, avec les mains, qu'il se démène et qui faisait quasiment autant d'ouvrage que nous deux. Et enfin, que trouvâtes-vous? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue. Révérence parlée, monsieur, tout en cuivre. Et monsieur de Peyrehorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Ah, je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un couvent détruit. Une bonne vierge? Ah ben oui, je l'aurais bien reconnue si ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je. On le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, ouais, en la regardant. Des yeux blancs? Sans doute, ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-être quelques statues romaines. Romaine, romaine, c'est cela. Monsieur de Peyrehorade dit que c'est une romaine. Ah, je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Est-elle entière, bien conservée?
Oh, monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis-Philippe, qui est à la mairie, en plâtre peint. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Parce que... elle a l'air méchante. Et elle l'est aussi. Méchante? Quelle méchanceté vous a-t-elle faite? Pas à moi précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions mis à 4 pour la dresser debout. Et monsieur de Pérorade, qui lui aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force qu'un poulet, le digne homme. Avec bien de la peine, nous la mettons droite. J'amassai un tuileau pour la caler, quand patatras, la voilà qui tombe à la renverse tout d'une masse. Je dis garde-dessous, pas assez vite pourtant, car Jean-Col n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Et il a été blessé. Cassé net comme un échalasse, comme un échalasse, sa pauvre jambe, pécaïr. Quand j'ai vu cela, moi j'étais furieux, je voulais défoncer l'idole à coups de pioche. Mais monsieur de Pérorade m'a retenu. Il a donné de l'argent à Jean-Col, qui tout de même est encore au lit depuis 15 jours que cela lui est arrivé. Et le médecin qui dit qu'il ne remarchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage, lui qui était notre meilleur coureur. Et après monsieur le fils, le plus malin joueur de paume. C'est que monsieur Alphonse de Pérorade en a été triste, car c'est Col qui faisait sa partie. Voilà qui était beau à voir comme il se renvoyait les balles, paf, paf, paf. Jamais elle ne touchait terre. Devisant de la sorte, nous entrâmes à Île. Et je me trouvais bientôt en présence de monsieur de Pérorade. C'était un petit vieillard vert, encore, et dispo, poudré, le nez rouge, l'air jovial et goguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de monsieur de P, il m'avait installé devant une table bien servie et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre qui devait tirer le roussillon de l'oubli où le laissait l'indifférence des savants. Tout en mangeant de bon appétit, car rien ne dispose mieux que l'air vif des montagnes, j'examinais mes hôtes. J'ai dit un mot à monsieur de Pérorade. Je dois ajouter que c'était la vivacité même. J'ai dit un mot de monsieur de Pérorade. Je dois ajouter que c'était la vivacité même. Il parlait, mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres, me montrait des estampes, me versait à boire. Il n'était jamais 2 minutes en repos. Sa femme, un peu trop grasse, comme la plupart des Catalanes lorsqu'elles ont passé 40 ans, me parut une provinciale renforcée, uniquement occupée des soins de ménage. Bien que le souper fût suffisant pour 6 personnes au moins, elle courut à la cuisine, fit tuer des pigeons, frire des milias, ouvrit je ne sais combien de pots de confiture. En un instant, la table fut encombrée de plats et de bouteilles et je serais certainement mort d'indigestion si j'avais goûté seulement à tout ce que l'on m'offrait. Cependant, à chaque plat que je refusais, c'était de nouvelles excuses. On craignait que je ne me trouvasse bien mal à Île. Dans la province, on a si peu de ressources et les Parisiens sont si difficiles. Au milieu des allées et venues de ses parents, monsieur Alphonse de Pérorade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de 26 ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient bien la réputation d'infatigable joueur de paume qu'on lui faisait dans le pays. Il était ce soir-là habillé avec élégance, exactement d'après la gravure du dernier numéro du journal des modes. Mais il me semblait gêné dans ses vêtements. Il était raide comme un piquet dans son col de velours et ne se tournait que tout d'une pièce. Ses mains grosses et hâlées, ses ongles courts contrastaient singulièrement avec son costume. C'étaient des mains de laboureur sortant des manches d'un dandy. D'ailleurs, bien qu'il me considérât de la tête aux pieds fort curieusement, en ma qualité de Parisien, il ne m'adressa qu'une seule fois la parole dans toute la soirée. Ce fut pour me demander où j'avais acheté la chaîne de ma montre. « Ah, ça, mon cher hôte, me dit monsieur de Pérorade, le souper tirant à sa fin, vous m'appartenez, vous êtes chez moi. Je ne vous lâche plus, sinon quand vous aurez vu tout ce que nous avons de curieux dans nos montagnes. Il faut que vous appreniez à connaître notre Roussillon et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez pas de tout ce que nous allons vous montrer. Monuments phéniciens, celtiques, romains, arabes, byzantins, vous verrez tout, depuis le Cèdre jusqu'à l'Hysope. Je vous mènerai partout et ne vous ferai pas grâce d'une brique. » Un accès de toux l'obligea à s'arrêter. J'en profitai pour lui dire que je serais désolée de le déranger dans une circonstance aussi intéressante pour sa famille,
S'il voulait bien me donner ses excellents conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais sans qu'il prît la peine de m'accompagner. Oh, oh, oh. Vous voulez parler du mariage de ce garçon-là? S'écria-t-il en m'interrompant. Bagatelle, ce sera fait après-demain, vous ferez la noce avec nous en famille, car la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de bal. C'est dommage. Vous auriez vu danser nos catalanes. Elles sont jolies, et peut-être l'envie vous aurait-elle pris d'imiter mon Alphonse. Un mariage, dit-on, en amène d'autres. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province. Pour un Parisien blasé sur les fêtes, et une noce sans bal encore. Pourtant, vous verrez une mariée. Une mariée, une mariée, vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave et vous ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose. Je vous réserve une fière surprise pour demain. Mon Dieu, lui dis-je, il est difficile d'avoir un trésor dans sa maison sans que le public en soit instruit. Je crois deviner la surprise que vous me préparez. Mais si c'est de votre statut qu'il s'agit, la description que mon guide m'en a faite n'a servi qu'à exciter ma curiosité et à me disposer à l'admiration. Ah, il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'ils appellent ma belle Vénusture. Mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez. Et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Et demain, au grand jour, vous verrez vous aussi peut-être l'idole en question, la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!